Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait les fables de La Fontaine? Nous lirons ce soir le livre deuxième, le livre troisième, et on verra combien de temps de live on est, si on poursuit ou pas sur le livre quatrième. C'est le second live qu'on réalise sur cette œuvre. Le premier, vous pouvez déjà le retrouver en rediffusion sur la playlist Et si on lisait les fables de La Fontaine sur la chaîne YouTube Planétéo. Et comme d'habitude, si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, je vous invite à checker la description de la vidéo où se trouvent des timecodes vous permettant de passer l'introduction du live, vous permettant de passer les pauses que j'effectuerai dans le live, et vous permettant d'aller directement où bon vous semble. Ça peut aussi vous servir de marque-page, tout ça, enfin bref, c'est bien foutu quand même. C'est intéressant. Du coup, on commence comme d'habitude avec une courte intro. Je vais essayer de la faire la plus courte possible parce que j'ai pas forcément grand chose de plus à vous dire que les fois passées. J'ai pas envie de m'apesantir les fois où j'ai pas vraiment quelque chose à dire. Autant il y a des fois où je suis là avec plein de news, etc. Autant des fois, bon. Autant passer sur le principal intérêt de ces lives, c'est-à-dire la lecture. Et oui, ce soir, j'ai pas forcément grand chose à vous dire. Pour le coup, tout d'abord, je vous invite à vous installer. Je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Et je vous souhaite la bonne santé. Délectable. Un délectable, délectable. Et du coup, oui, j'ai pas forcément grand chose à vous dire, puisque au final, le programme de cette semaine est, comme je le disais plus tôt dans la semaine, relativement classique. Puisque bah voilà, on a eu tous les lives que vous pouvez voir sur mon petit planning affiché sur la chaîne lorsque je suis en off. Donc voilà, tout le programme a été rempli, si je puis dire, a été suivi. Donc il ne restera plus qu'un live pour cette semaine, ça sera le live de dimanche à 15h avec un live de découverte sur l'univers de League of Legends. Live qui devrait durer 1 heure grosso modo, je pense. Quoique d'ailleurs, j'ai pas vérifié la taille de la nouvelle que je voulais vous lire, donc si ça se trouve, ça durera plus longtemps. Surprise, nous verrons cela dimanche. D'ailleurs, je me suis rendu compte tout à l'heure en mettant la rediffusion du live de mercredi. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps en définitive que j'avais pas fait de live sur l'univers de League of Legends. Ça faisait 15 jours, un truc comme ça. Donc le temps défile super super vite. Là, je pense que on va repartir pour quelques semaines avec un rythme de live régulier, constant, etc. Je pense que la semaine qui arrive, elle va être tout à fait banale en termes de régularité. Euh, J'ajouterai même peut-être un live la semaine prochaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Discord ou Twitter. Comme d'habitude, j'y mets toutes les informations. J'essaie de faire ça propre en ce moment. Je sais pas si c'est quelque chose que vous remarquez vraiment beaucoup, mais j'essaie de présenter un peu mieux et un petit peu plus, on va dire de manière un petit peu plus factuelle. J'essaie d'aller au but. J'essaie de dire bon bah à telle heure il y aura tel live, il va se passer telle chose, telle chose, telle chose. Donc ça c'est le lundi où je vous mets le programme de la semaine où je vous dis bon bah tel jour il y aura ça, tel jour il y aura ça, tel jour il y aura ça. Et après sinon même dans les publications pour annoncer un live spécifique, j'essaie d'être plus clair, notamment en utilisant des phrases un peu plus courtes, un peu mieux organisées, en faisant des allers-retours à la ligne, enfin des allers-retours non, en faisant des alinéas, des retours à la ligne, etc. Et en jonchant cela de petits émoticônes parlants, du style quand je fais des lives de lecture, je mets des bouquins, logique. Donc voilà, j'essaie de faire ça dans un but de clarté, dans un but de vous mettre au maximum au courant, sans trop vous spammer, et que vous voyez la news popper, vous sachiez directement de quoi il s'agit, et voilà. J'essaie de faire ça dans ce but-là, parce que je sais aussi que parfois, par exemple sur YouTube, je vais avoir des gens qui me disent «Ah bah j'aimerais bien te suivre en live», et qui au final, 2 semaines plus tard, me disent «Ah bah j'aimerais bien te suivre en live, mais je te vois jamais en live», et ainsi de suite. Donc voilà, j'essaie de vous mettre un maximum au courant, c'est pas toujours évident a priori,
parce que aussi les annonces ne touchent pas forcément tout le public, c'est-à-dire que même si vous êtes sur la page Facebook, vous n'allez pas recevoir toutes les annonces, vous n'allez pas toutes les voir dans votre fil d'actualité. Mais voilà, en même temps, j'en ai déjà parlé souvent, aussi ma philosophie entre guillemets par rapport à tout cela, c'est de ne pas vous spammer. Donc voilà, j'essaie de faire un entre-deux, j'essaie de pas vous spammer, de vous mettre des news régulières, claires, concises, et que vous ayez le maximum d'informations dans un minimum de temps, dans un maximum d'efficacité en définitive. Donc voilà, vous verrez certainement au programme de la semaine prochaine, ce lundi, un programme tout à fait classique pour toute la semaine, avec un live bonus supplémentaire, je pense. J'hésite à le faire le jeudi ou le samedi, je ne sais pas trop lequel de ces 2 jours vous conviendrait le mieux. Moi, par rapport à la façon que j'ai de m'organiser sur les lives et les mises en ligne de rediffusion, je pense que ce serait le samedi qui m'arrangerait le plus. Ce qui fait que semaine prochaine, il se peut que vous voyiez l'épisode numéro 2 de la nouvelle émission que je présente depuis la semaine dernière. L'émission, ça me rappelle une histoire, cette fameuse émission dont je vous ai parlé souvent, qui consiste grosso modo à vous raconter une histoire que j'improvise sur le moment, mais comme si c'était un souvenir lointain dont je me rappelais, n'est-ce pas? Et tout cela dans votre complicité, puisque avec les interactions des points de chat, donc des particules de rêve sur ma chaîne, vous pouvez influencer l'histoire énormément en lui donnant une situation initiale, en donnant des éléments déclencheurs, en donnant des noms de lieux, de personnages, et ainsi de suite. Donc voilà. La première expérience visiblement vous a bien plu, des retours que j'en ai sur YouTube, etc. Donc j'ai hâte de revenir avec un 2e épisode. Et en même temps, comme je le disais dans un live précédent, j'ai pas envie de me griller non plus là-dessus. J'ai envie que... Voilà, je pense que je vais y aller avec un rythme cool sur ces émissions. Parce que je me dis que si c'est trop fréquent, ça risque de gâcher un petit peu le concept. Là, il y a un petit peu le truc de... on attend 2 semaines et on s'impatiente un petit peu. Et puis quand on arrive, du coup, on en a pour ça... On en a pour manger, quoi. On arrive et ouais, je pense que je me répéterai moins du fait d'en faire moins souvent, entre guillemets. Je pense que j'aurai aussi peut-être des histoires plus intéressantes à inventer, tout simplement parce que pendant 2 semaines, je me serais pas... comment expliquer ça? Je me serais pas tué le cerveau à essayer de trouver plein d'histoires et tout, ça sera frais à nouveau. Donc c'est un peu le but que j'ai en faisant cette émission de manière régulière, mais pas trop récurrente. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai en tête. Donc voilà, vous savez que pour la semaine prochaine, a priori, il devrait y avoir 5 lives, si ce n'est 6, ça dépendra si je fais 1 ou 2 lives de gaming le mercredi. Voilou, vous êtes au courant. Et du coup, bonsoir les couteaux aux portes, merci de nous rejoindre encore une fois, ça me fait extrêmement plaisir de te voir en ce moment, quasiment à tous les lives. Merci beaucoup, ça me touche. Merci pour la clarté des infos, c'est gentil les couteaux aux portes, merci. Du coup, je suppose que je devine qui tu es sur Facebook du coup. Il me semble que tu me l'avais peut-être même déjà dit, mais je pense savoir qui tu es sur Facebook, donc oui. Merci d'avoir follow, merci de suivre les infos et merci de me faire ce retour comme ça. Je suis au courant de comment vous percevez de l'extérieur ces publications. C'est cool, ça me fait très plaisir. Voilou, j'ai pas forcément grand chose de plus à vous dire comme je le disais, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va écourter l'introduction et qu'on va passer directement sur la lecture. La première fois nous avons lu les dédicaces, la préface, nous avons lu le livre premier qui incluait les plus prestigieuses, si je puis dire, fables de La Fontaine, les plus réputées, les plus connues, La cigale et la fourmi, Le corbeau et le renard, Rat des villes, Rat des champs, Le loup et l'agneau, si j'ai plus de conneries, enfin si je dis pas de conneries, La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, donc voilà, tout ceux-là qui sont les plus connus, je pense. Donc, je crois, je ne suis pas sûr, hein, encore une fois, je le répète, les fables de La Fontaine, il me semble en avoir lu pas mal
durant mes études, mais il ne me semble pas en avoir déjà lu l'intégralité, donc c'est une semi-découverte, on va dire, avec vous en live sur cette lecture, puisque voilà, comme je le disais, ça baigne un petit peu l'inconscient collectif où on connaît plus, enfin on connaît tous plus ou moins beaucoup de Fables de La Fontaine, et puis il y a des histoires qu'on connaît, qu'on a déjà entendu traîner, dont on ne sait pas forcément si ce sont des Fables de La Fontaine ou non, mais voilà, qui sont dans l'imaginaire collectif, qui sont gravés si je puis dire, et qui en effet figurent parfois dans les Fables de La Fontaine. Donc je ne sais pas si dans ce livre 2, dans ce livre 3, et ainsi de suite, je rappelle qu'il y a 12 livres, je ne sais pas si on croisera d'autres fables qui ont une renommée conséquente et qu'on connaîtrait déjà. Mais c'est pas grave, au contraire, je suis plutôt impatient d'en découvrir d'autres. Je pense que c'est même ce que j'ai préféré lors du premier live en fait. Lors du premier live, j'ai beaucoup aimé lire les dédicaces et les préfaces que j'ai trouvé très intéressantes. Et attends, une dédicace, ouais, une dédicace, une préface, donc très intéressante. Ainsi que les fables qui étaient justement moins connues et plus étonnantes du coup, parce que je m'attendais pas forcément à cette construction avec notamment les plantes qui parlent, beaucoup plus de présence humaine que ce à quoi je m'attendais, et aussi des fois, parfois des sujets un peu plus graves, un peu plus sinistres, un peu plus macabres. Et du coup voilà, en fait ça m'a ouvert l'appétit et je suis curieux d'en découvrir davantage dans cet élan. Je suis curieux d'en découvrir davantage qui sortent des cases qu'on connaît et de ce qu'on préfigure être les Fables de La Fontaine. Donc je demande qu'à être étonné sur la lecture de ce soir, et j'ai très hâte de démarrer. Comme la dernière fois, je ne m'interromps pas pendant la lecture de tout le livre, c'est-à-dire que je vais faire le livre deuxième d'un bloc, je vais faire le livre troisième d'un bloc. Entre chaque fable, je fais une micro-pause, je marque une pause, mais vraiment un petit silence de quelques secondes, hein, attention. Et je vous ponctue toutes ces fables de 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite, d'une numérotation, comme elles sont numérotées de toute manière dans l'œuvre. Comme ça, voilà, je pense que c'est le plus clair pour vous, pour suivre et pour bien comprendre où on en est, comment se découpent et se séparent les fables, et ainsi de suite. D'ailleurs, sur la rediffusion, j'ai pris le choix de ne pas faire un timecode pour chaque fable, parce que ça serait extrêmement long. Je ne crois... Grosso modo, c'est comme si, en somme, lorsque j'avais fait des lives de lecture de poésie, j'avais fait un timecode par poème. Je crois pas que j'avais fait ça à l'époque. Faudrait que j'aille vérifier limite. Mais il ne me semble pas que j'avais fait ça, et ce serait vraiment long et chiant de faire ça, je dois avouer. Étant donné que, par exemple, le livre premier, je crois, on a lu... Il me semble que le livre premier, la lecture a duré 20 à 30 minutes, quelque chose comme ça. Donc en 20 à 30 minutes, on a lu 22 fables. Ça me ferait énormément de timecode, à tel point que je sais même pas si la description YouTube permettrait que je fasse autant de retours à la ligne. Donc bon, voilà. Mais je pense que c'est pas très dur de s'y repérer parce que, comme je le disais, pour lire un livre dans son intégralité, ça prend que 20-30 minutes, c'est pas très très long, ça peut se déguster comme ça en pastille, je pense. Voili voilou, vous savez tout, je pense qu'on va se lancer sans plus de cérémonie. Je te souhaite une bonne écoute, l'écoute aux portes. Je vous souhaite à tous une bonne écoute sur Twitch, dans l'ombre ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause, après ce livre deuxième. À tout à l'heure. Livre deuxième. 1. Contre ceux qui ont le goût difficile. Quand j'aurai, en naissant, reçu de Calliope les dons qu'à ses amants cette muse a promis, je les consacrerai au mensonge d'Ésope. Le mensonge et les vers de tout temps sont amis. Mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse que de savoir orner toutes ces fictions. On peut donner du lustre à leurs inventions. On le peut, je l'essaie. Un plus savant le fasse. Cependant, jusqu'ici, d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau. J'ai passé plus avant, les arbres et les plantes sont devenus chez moi créatures parlantes. Qui ne prendrait ceci pour un enchantement?
Vraiment, me diront nos critiques, vous parlez magnifiquement de 5 ou 6 contes d'enfants. Censeur, en voulez-vous qu'ils soient plus authentiques et d'un style plus haut? En voici. Les Troyens, après 10 ans de guerre autour de leurs murailles, avaient lassé les Grecs, qui parmi le moyen, parmi l'assaut par 100 batailles, n'avaient pu mettre à bout cette fière cité. Quand un cheval de bois par Minerve inventé d'un rare et nouvel artifice, dans ses énormes flancs reçut le sage Ulysse, le vaillant Diomède, Ajax l'impétueux, que ce colosse monstrueux avec leurs escadrons devait porter dans Troie, livrant à leur fureur ses dieux mêmes en proie. Stratagème inouï, qui des fabricateurs paya la constance et la peine. C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs, la période est longue, il faut reprendre haleine. Et puis, votre cheval de bois, vos héros avec leurs phalanges, ce sont des contes plus étranges qu'un regard. Pardon, ce sont des contes plus étranges qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voie. De plus, il vous sied mal d'écrire en si hostile. Eh bien, baissons d'un ton. La jalouse Amarille songeait à son Alcippe, et croyait de ses soins n'avoir que ses moutons et son chien pour témoins. Tircis, qui l'aperçut, se glisse entre des sols. Il entend la bergère adressant ses paroles au doux Zéphyr, et le priant de les porter à son amant. Je vous arrête à cette rime, dira mon censeur à l'instant. Je ne la tiens pas légitime, ni d'une assez grande vertu. Remettez pour le mieux ces 2 vers à la fonte. Maudit censeur, te tairas-tu? Ne saurais-je achever mon conte? C'est un dessein très dangereux que d'entreprendre de te plaire. Les délicats sont malheureux, rien ne saurait les satisfaire. 2. Conseil tenu par les rats. Un chat, nommé Rodilardus, faisait de rats telle déconfiture que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait, chez la gente misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin le galant alla chercher femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats tint un chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre de sa marche averti, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen, chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit « Je n'y vas point, je ne suis pas si sot ». L'autre « Je ne saurais ». Si bien que, sans rien faire, on se quitta. J'ai maints chapitres vus, qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne, est-il besoin d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne. 3. Le loup plaidant contre le renard par devant le singe. Un loup disait que l'on l'avait volé. Un renard, son voisin, d'assez mauvaise vie, pour ce prétendu vol par lui fut appelé. Devant le singe il fut plaidé, non point par avocat, mais par chaque partie. Thémis n'avait point travaillé, de mémoire de singe a fait plus embrouillé. Le magistrat suait en son lit de justice. Après qu'on eut bien contesté, répliqué, crié, tempêté, le juge, instruit de leur malice, leur dit « Je vous connais de longtemps, mes amis, et tous deux vous paierez l'amende. Car toi, loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait rien pris, et toi, renard, as pris ce que l'on te demande. » Le juge prétendait qu'à tort et à travers, on ne saurait manquer condamnant un pervers. Quelques personnes de bon sens ont cru que l'impossibilité et la contradiction qui est dans le jugement de ce singe était une chose à censurer. Mais je ne m'en suis servi qu'après Phèdre, et c'est en cela que consiste le bon mot, selon mon avis. 4. Les 2 taureaux et une grenouille. 2 taureaux combattaient à qui posséderait une génisse avec l'Empire. Une grenouille en soupirait. « Qu'avez-vous » se mit à lui dire quelqu'un du peuple croissant. « Et ne voyez-vous pas, dit-elle, que la fin de cette querelle sera l'exil de l'un, que l'autre, le chassant, le fera renoncer aux campagnes fleuries. Il ne régnera plus sur l'herbe des prairies, viendra dans nos marais régner sur les roseaux, et nous foulant aux pieds jusqu'au fond des eaux,
tantôt l'une et puis l'autre, il faudra qu'on pâtisse du combat qu'a causé madame la génisse. » Cette crainte était de bon sens. L'un des taureaux en leur demeure s'alla cacher à leurs dépens. Il en écrasait 20 par heure. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. « 5. La chauve-souris et les deux belettes. Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes, et sitôt qu'elle y fut, l'autre, envers les souris de longtemps courroucées, pour la dévorer accourut. « Quoi? Vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire, après que votre race a tâché de me nuire? N'êtes-vous pas souris? Parlez sans fiction. Oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. »« Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau, voyez mes ailes, vive la jante qui fend les airs. » Sa raison plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. 2 jours après, notre étourdi aveuglément se va fourrer chez une autre belette, aux oiseaux ennemis. La voilà de rechef en danger de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en allait la croquer en qualité d'oiseau, quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. « Moi, pour tel passé, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau? C'est le plumage. Je suis souris. Vive les rats, Jupiter confonde les chats. » Par cette adroite répartie, elle sauva 2 fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpes changeant au danger, ainsi qu'elle, ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens, vive le roi, vive la ligue. 6. L'oiseau blessé d'une flèche. Mortellement atteint d'une flèche empennée, un oiseau déplorait sa triste destinée, et disait, en souffrant un surcroît de douleur, « Faut-il contribuer à son propre malheur? Cruel humain, vous tirez de nos ailes de quoi faire voler ces machines mortelles. Mais ne vous moquez point, engeance sans pitié, souvent il vous arrive un sort comme le nôtre. Des enfants de Japet, toujours une moitié fournira des armes à l'autre. » 7. La lys et sa compagne. Une lys, étant sur son terme, et ne sachant où mettre un fardeau si pressant, fait si bien qu'à la fin sa compagne consent de lui prêter sa hutte, où la lys s'enferme. Au bout de quelque temps, sa compagne revient. La lys lui demande encore une quinzaine. Ses petits ne marchaient, disait-elle, qu'à peine. Pour faire court, elle l'obtient. Ce second terme échu, l'autre lui redemande sa maison, sa chambre, son lit. La lys cette fois montre les dents, et dit « Je suis prête à sortir avec toute ma bande, si vous pouvez nous mettre dehors, si vous pouvez nous mettre hors. » Ses enfants étaient déjà forts. Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête... Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête, il faut que l'on en vienne au coup. Il faut plaider, il faut combattre. Laissez-leur prendre un pied chez vous, ils en auront bientôt pris 4. 8. L'aigle et l'escarbot. L'aigle donnait la chasse à maître Jean Lapin, qui, droit à son terrier, s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin. Je laisse à penser si ce gîte était sûr, mais ou mieux, Jean Lapin s'y blottit. L'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile, l'escarbot intercède et dit « Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux, mais ne me faites pas cet affront, je vous prie, et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui, de grâce, ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère. » L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escarbot, l'étourdit, l'oblige à se taire, enlève Jean Lapin. L'escarbot, indigné, vole au nid de l'oiseau, fracasse en son absence ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance. Pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris, et pour comble de rage, ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle gémit en vain, sa plainte au vent se perd. Il fallut pour 7 ans vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut. L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut,
La mort de Jean Lapin de Rechef est vengée. Ce second deuil fut tel que l'écho de ces bois n'endormit de plus de 6 mois. L'oiseau qui porte Ganymède, du monarque des dieux, enfin implore l'aide, dépose en son giron ses œufs, et croit qu'en paix ils seront dans ce lieu, que pour ses intérêts Jupiter se verra contraint de les défendre. Hardi qui les irait la prendre. Aussi, ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note, sur la robe du dieu fit tomber une crotte. Le dieu la secouant jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, avec mainte autre extravagance. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal, l'escarbot comparut, fit sa plainte et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait raison. On fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait tort. Mais les deux ennemis ne voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa pour bien faire de transporter le temps où l'aigle fait l'amour en une autre saison, quand la race escarbotte est en quartier d'hiver, et comme la marmotte se cache et ne voit point le jour. 9. Le lion et le moucheron. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans la bord, il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion, qui le rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle, il rugit, on se cache, on tremble à l'horizon, et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche, en 100 lieues le harcèle, tantôt pique l'échine, et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait monter, l'invisible ennemi triomphe, et rit de voir qu'il n'ait griffes ni dents en la bête irritée, qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut, mais, et sa fureur extrême, le fatigue, l'abat, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire, comme il sonne à la charge, il sonne la victoire, va partout l'annoncer, et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux. Dans l'une est qu'entre nos ennemis les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. 10. L'âne chargé d'éponge et l'âne chargé de sel. Un ânier, son sceptre à la main, menait en empereur romain 2 coursiers à longues oreilles. L'un d'éponge chargé marchait comme un courrier, et l'autre, se faisant prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par monts, par vaux et par chemins, au gué d'une rivière à la fin arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier, qui tous les jours traversait ce gué-là, sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête qui, voulant en faire à sa tête, dans un trou se précipita, revint sur l'eau, puis échappa. Car au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagées. Camarade épongier prit exemple sur lui, comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. Voilà mon âne à l'eau. Jusqu'au col il se plonge, lui le conducteur et l'éponge. Tous trois burent d'autant. L'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante, et de tant d'eau s'emplit d'abord, que l'âne, succombant, ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours. Qui ce fut, il n'importe. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point. 11. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité 2 fables feront foi, tant la chose en preuves abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans les rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut,
et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. 12. La colombe et la fourmi. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, quand sur l'eau se penchant une fourmi y tombe. Dans cet océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve, et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot, et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole. 13. L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Un astrologue un jour se laissa choir au fond d'un puits. On lui dit : « Pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête ?» Cette aventure en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. Parmi ceux que de gens sur la terre nous sommes, il en est peu qui fort souvent ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin les mortels peuvent lire. Mais ce livre qu'Homère et les siens ont chanté, qu'est-ce que le hasard parmi l'Antiquité et parmi nous la Providence ? Hors du hasard, il n'est point de science. S'il en était, on aurait tort de l'appeler hasard, ni fortune, ni sort, toute chose très incertaine. Quant aux volontés souveraines de celui qui fait tout, et rien qu'avec dessein, qui les sait que lui seul ? Comment lire en son sein ? Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles ? À quelle utilité ? Pour exercer l'esprit de ceux qui de la sphère et du globe ont écrit ? Pour nous faire éviter des maux inévitables ? Nous rendre dans les biens de plaisir incapables ? Et causant du dégoût pour ces biens prévenus, les convertir en maux devant qu'ils soient venus ? C'est erreur, ou plutôt c'est crime de le croire. Le firmament se meut, les astres font leur cours, le soleil nous luit tous les jours sa clarté succède à l'ombre noire, sans que nous en puissions autre chose inférer que la nécessité de luire et d'éclairer. D'amener les saisons, de mûrir les semences, de verser sur les corps certaines influences. Du reste, en quoi répond au sort toujours divers ce train toujours égal dont marche l'univers ? Charlatans, faiseurs d'horoscopes, quittez les cours des princes de l'Europe, emmenez avec vous les souffleurs tout d'un temps. Vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Je m'emporte un peu trop, revenons à l'histoire de ce spéculateur qui fut contraint de boire. Outre la vanité de son art mensonger, c'est l'image de ceux qui bâillent aux chimères, cependant qu'ils sont en danger, soit pour eux, soit pour leurs affaires. 14. Le lièvre et les grenouilles. Un lièvre en son gîte songeait, car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe. Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste, et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceau qui leur profite. Jamais un plaisir pur, toujours assaut divers. Voilà comme je vis. Cette crainte maudite m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle. Et la peur se corrige-t-elle ? Je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur comme moi. Ainsi raisonnait notre lièvre, et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Ce lui fut un signal pour s'enfuir de vers sa tanière. Il s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes, grenouilles de rentrer en leur grotte profonde. « Oh, dit-il, j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens. Je mets l'alarme au camp. Et d'où me vient cette vaillance ? Comment ? Les animaux qui tremblent devant moi ? Je suis donc un foudre de guerre ? Il n'est, je le vois bien, 6 poltrons sur la terre qui ne puissent trouver un plus poltron que soi. 15. Le coq et le renard. Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq adroit et matois. « Frère,
dit un regard, adoucissant sa voix. Nous ne sommes plus en querelle. Paix générale cette fois. Je viens te l'annoncer, descends que je t'embrasse. Ne me retarde point de grâce, je dois faire aujourd'hui 20 postes sans manquer. Les tiens et toi pouvaient vaquer sans nulle crainte à vos affaires, nous vous servirons en frères. Faites-en les feux dès ce soir, et cependant viens recevoir le baiser d'amour fraternel. Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix. Et ce m'est une double joie de la tenir de toi. Je vois 2 lévriers qui, je m'assure, sont courriers que pour ce sujet on envoie. Ils vont vite, et seront dans un moment à nous. Je descends, nous pourrons nous entrebaiser tous. Adieu, dit le renard, ma traite est longue à faire, nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. Le galant aussitôt tire ses grègues, gagne au haut, mal content de son stratagème. Et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur, car c'est double plaisir de tromper le trompeur. 16. Le corbeau voulant imiter l'aigle. Oiseau de Jupiter enlevant un mouton, un corbeau, témoin de l'affaire, et plus faible de reins mais non pas moins glouton, en voulut sur l'heure autant faire. Il tourne alentour du troupeau, marque entre 100 moutons le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice. On l'avait réservé pour la bouche des dieux. Gaillard Corbeau disait, en le couvant des yeux, « Je ne sais pas qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état, tu me serviras de pâture. » Sur l'animal bêlant à ces mots, il s'abat. La moutonnière créature pesait plus qu'un fromage, outre que sa toison était d'une épaisseur extrême, et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème. Elle empêtra si bien les serres du corbeau, que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer, la conséquence est nette. Mal prend aux volereaux de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leurre. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. « 17. Le paon se plaignant à Junon. Le paon se plaignait à Junon. « Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, et lui seul l'honneur du printemps. » Junon répondit en colère. « Oiseau jaloux, et qui devrait te taire, est-ce à toi d'envier la voix du rossignol, toi que l'on voit porter à l'entour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie? Qui te panade, qui déploie une si riche queue, et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire? Est-il quelque oiseau sous les cieux plus que toi capable de plaire? Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage. La corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre ou bien, pour te punir, je t'ôterai ton plumage. 18. La chatte métamorphosée en femme. Un homme chérissait éperdument sa chatte. Il la trouvait mignonne et belle et délicate, qui miaulait d'un ton fort doux. Il était plus fou que les fous. Cet homme donc, par prière, par larmes, par sortilège et par charme, fait tant qu'il obtient du destin que sa chatte en un beau matin devient femme, et le matin même, maître sot en fait sa moitié. Le voilà fou d'amour extrême, de fou qu'il était d'amitié. Jamais la dame la plus belle ne charma tant son favori, que fait cette épouse nouvelle son hypocondre de mari. Il l'amadoue, elle le flatte. Il n'y trouve plus rien de chatte, et poussant l'erreur jusqu'au bout, la croit femme en tout et partout, lorsque quelques souris qui rongeaient de la natte troublèrent le plaisir des nouveaux mariés. Aussitôt la femme est sur pied, elle manqua son aventure. Souris de revenir, femme d'être en posture, pour cette fois elle accourut à point, car ayant changé de figure, les souris ne la craignaient point. Ce lui fut toujours une amorce, tant le naturel a de force. Il se moque de tout, certain âge accompli. Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli. En vain de son train ordinaire on le veut désaccoutumer.
Quelque chose qu'on puisse faire, on ne saurait le réformer. Coup de fourche ni d'étrivière ne lui font changer de manière, et fussiez-vous en bâtonnet, jamais vous n'en serez les maîtres. Qu'on lui ferme la porte au nez, il reviendra par les fenêtres. 19. Le lion et l'âne chassant. Le roi des animaux se mit un jour en tête de giboyer. Il célébrait sa fête. Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux, mais beaux et bons sangliers, daims et cerfs bons et beaux. Pour réussir dans cette affaire, il se servit du ministère de l'âne à la voix de Stentor. L'âne à Messer, lion fit office de corps. Le lion le posta, le couvrit de ramée, lui commanda de braire, assuré qu'à ce son les moins intimidés fuiraient de leur maison. Leurs troupes n'étaient pas encore accoutumées à la tempête de sa voix. L'air en retentissait d'un bruit épouvantable, la frayeur saisissait les hôtes de ces bois. Tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable où les attendait le lion. « N'ai-je pas bien servi dans cette occasion » dit l'âne, en se donnant tout l'honneur de la chasse. « Oui, » reprit le lion, « c'est bravement crié. Si je ne connaissais ta personne et ta race, j'en serais moi-même effrayé. » L'âne, s'il eût osé, se fut mis en colère, encore qu'on le raillât avec juste raison, car qui pourrait souffrir un âne fanfaron? Ce n'est pas là leur caractère. 20. Testament expliqué par Ésope. Si ce qu'on dit d'Ésope est vrai, c'était l'oracle de la Grèce. Lui seul avait plus de sagesse que tout l'Aréopage. En voici pour essai une histoire des plus gentilles, et qui pourra plaire au lecteur. Un certain homme avait 3 filles, toutes 3 de contraire humeur. Une buveuse, une coquette, la 3e avare parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien par portions égales, en donnant à leur mère tant, payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa contingente part. Le père mort, les 3 femelles courent au testament sans attendre plus tard. On le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur, mais en vain. Car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur ne possédera plus sa part héréditaire, il lui faudra payer sa mère? Ce n'est pas un fort bon moyen pour payer que d'être sans bien. Que voulait donc dire le père? L'affaire est consultée, et tous les avocats, après avoir tourné le cas en 100 et 100 000 manières, y jettent leur bonnet, se confessent vaincus, et conseillent aux héritières de partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici, leur dirent-ils, ce que le conseil treuve. Il faut que chaque sœur se charge par traité du tiers payable à volonté, si mieux n'aime la mère en créer une rente dès le décès du mort courante. La chose ainsi réglée, on composa 3 lots. En l'un, les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, la vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, les magasins de malvoisie, les esclaves de bouche et, pour dire en 2 mots, l'attirail de la goinfrerie. Dans un autre, celui de la coquetterie, la maison de la ville et les meubles exquis, les eunuques et les coiffeuses et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le 3e lot, les fermes, le ménage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur. Ces lots faits, on jugea que le sort pourrait faire que peut-être pas une sœur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi, chacune prit son inclination, le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva le partage et le choix. Ésope seul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. Si le défunt vivait, disait-il, que l'Attique aurait de reproches de lui. Comment? Ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si mal entendu la volonté suprême d'un testateur? Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même, et donne à chaque sœur un lot contre son gré. Rien qui pût être convenable, partant rien aux sœurs d'agréable. À la coquette l'attirail qui suit les personnes buveuses, la biberonne eut le bétail, la ménagère eut les coiffeuses, tel fut l'avis du Phrygien, alléguant qu'il n'était moyen plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leurs biens, qu'elles se marieraient dans les bonnes familles, quand on leur verrait de l'argent. Paieraient leur mère tout content, ne posséderaient plus les effets de leur père, ce que disait le testament. Le peuple s'étonna, comme il se pouvait faire, qu'un homme seul eût plus de sens qu'une multitude de gens. Et c'est la fin du livre 2e, les amis.
nous marquons une courte pause. Courte pause après une lecture finalement relativement longue. Je vois que, encore une fois, j'ai dû mettre 25-30 minutes, ce qui m'étonne assez. J'aurais pas cru mettre tant de temps sur les lectures des fables de La Fontaine, mais ce qui me fait dire que du coup, bon, à moins que certains livres soient beaucoup plus minces que d'autres ou beaucoup plus gros que d'autres, mais ce qui me fait dire du coup que je lirai à chaque fois 2 livres par soir. Et puis peut-être du coup, pour terminer en apothéose la lecture, je ferai un dernier live avec 3 livres d'un coup. Enfin voilà. Là je dis ça comme ça, je sais pas exactement si les livres sont de même quantité de pages à chaque fois. Donc voilà, ce sera un petit peu au jour le jour, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Il y a encore quelques fables, mais vraiment quelques-unes très très éparses qui me rappelaient quelque chose. Il y en a quelques-unes où je me dis, même si je l'ai pas lu directement dans les fables de La Fontaine, je la connais ou je connais la morale un peu d'une autre manière. Enfin ouais, il y a des histoires qui m'étaient un peu familières. J'essaie de les retrouver. Il y avait le lion et le rat qui m'étaient assez familières. Avec la fameuse phrase là, je sais plus c'était laquelle. Avec, c'était le lion et le rat, je crois. Et la colombe et la fourmi, ah oui, voilà. Le fait que ces deux-ci fonctionnent ensemble aussi, c'était assez marrant. De fait que. En fait, c'est vachement bien, je trouve, parce qu'il y a vraiment. Je trouve ça vraiment très diversifié, c'est-à-dire que. On reconnaît ce qui fait la fable. Voilà, ça a un attrait, ça a un charme très particulier. Et c'est une jolie langue avec toujours des éléments. Toujours des histoires brèves, très courtes, hein, toujours. Même si là, on en a eu d'un paragraphe comme de 2 pages. Donc c'est un peu plus variable déjà. Mais toujours très court et très souvent avec des animaux parlants, même si ce n'est pas la seule expérience qu'on peut faire avec ces fables. Mais du coup, malgré ça, je trouve qu'elle se diversifie énormément. À chaque fois, des thèmes très différents et même dans la structure, il y a certaines fables où la moralité est donnée d'emblée et ensuite on a l'histoire qui entre guillemets, illustre la moralité. Parfois on a l'histoire et à la fin la morale en une phrase. Parfois on n'a pas la morale du tout mais on comprend par l'histoire tout à fait ce qui se passe. Et, ouais, je sais pas, je trouve il y a vraiment... vous savez peut-être, mais il y a notamment... Fabrice Lucchini, qui je trouve est quelqu'un de très très de très honorable et qui fait des trucs de fou. Donc Fabrice Lucchini a fait de nombreuses lectures. Alors lui c'est même plus que de la lecture parce que il retient beaucoup de textes. Et il a fait par exemple déjà des lectures de La Fontaine, des fables de La Fontaine. Et pour lui, Louis-Ferdinand Céline et La Fontaine, en tout cas j'ai vu pas mal d'interviews de lui et c'est un petit peu ce qui m'a semblé comme ça de l'extérieur. J'ai l'impression que c'est vraiment les deux gros stylistes pour lui. J'ai l'impression que c'est les deux qu'il met au-dessus de tout, entre guillemets. Et il parlait souvent voilà, de la langue de La Fontaine qui était hyper châtiée. Enfin, hyper châtiée, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, elle est hyper élégante, hyper fluide, hyper stylisée et pourtant très compréhensible, très agréable. C'est ça qui est très fort, je trouve. C'est que ça peut faire langage vieilli, parce que voilà, ça commence à dater quand même. Hein. Et pourtant, je trouve que ça reste très très accessible. Donc ouais, il y a une certaine virtuosité, je trouve, dans le style d'écrit. Je trouve que ça flirte vraiment avec la poésie. D'ailleurs, je trouve que c'est même mieux écrit que pas mal de poètes que j'ai pu lire. Donc ouais, il y a vraiment une qualité stylistique assez dingue, même si La Fontaine est plutôt à dire oh non, moi je ne suis rien par rapport à mes prédécesseurs, etc. Mais ouais, je trouve qu'il y a vraiment une virtuosité, et du coup,
cette virtuosité est vraiment au service de la fable et de la morale. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'agence de manière euh, super propre en fait. Je sais pas comment, super élégante encore une fois. T'as l'impression que tous les mots sont là où ils doivent être et leur fonction fonctionne. C'est bizarre comme phrase, mais voilà. Et du coup, bonsoir Fallen Solenkin, bienvenue sur ce live. Ça fait plaisir de te voir, l'ami. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisé sur les lives. J'espère que tu vas bien. J'aurais appris ce qu'est un escargot. Mais oui, mais alors pareil, les couteaux portes. Il y a plein de notes en bas de page. Et du coup, des moments, j'avais envie de limite lire les notes. Je vais vous lire d'ailleurs ce qu'est un escargot, je pense. Parce que moi, j'étais un petit peu étonné. Alors attendez. D'ailleurs, n'hésitez pas, même dans les commentaires de la vidéo YouTube, s'il y a eu une fable qui vous a particulièrement plu sur le livre deuxième, sur le livre troisième, n'hésitez pas comme ça, livre par livre, à me dire ah ouais, celle-là je la trouve intéressante parce que ceci, cela. Ça me fait toujours plaisir de débattre avec vous, entre guillemets, et puis même de connaître un petit peu vos goûts, de partager, quoi. Mais c'est vrai que là, il y avait pas mal de choses comme ça. Alors, l'escargot, c'est une espèce de scarabée. Ah bah, tu vois, bah pareil, je savais pas du tout. Et du coup, quand j'ai lu le truc, je me suis dit merde, il faut que je lise peut-être la note, sinon je vais peut-être galérer. Ok. Mais c'est cool de connaître un peu ce genre de choses. D'ailleurs, j'aime bien parce que il y a un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a un peu le charme du désuet, je trouve, dans La Fontaine. C'est-à-dire qu'il y a des vieux textes où vraiment vous les lisez, vous ne bitez rien. Il y a des vieux textes, vous les lisez, vous êtes totalement perdu, c'est rempli de vieux termes incompréhensibles. Et là, dans La Fontaine, il y a du vieux français, parce que voilà, ça commence quand même à dater. Je me rappelle plus, c'était... il y a un moment, un verbe particulièrement... Voilà. Par exemple, ce que le conseil treuve, en fait, treuve, c'est trouve. Donc voilà, c'est un archaïsme, comme il est dit dans les notes. Alors là, apparemment, c'était un archaïsme peut-être déjà à l'époque, puisqu'il était mis pour la rime, apparemment. Mais ouais, il y a aussi ce charme, je trouve, des mots désuets. Et c'est marrant parce que j'avais cette discussion hier avec un ami, bah, Tren02, que vous connaissez peut-être des lives de gaming, euh, où je trouve qu'il y a des expressions consacrées. En fait, les expressions consacrées, les expressions françaises figées, si je puis dire, je les trouve hyper poétiques, pardon. Parce que du coup, quand tu essaies de reformer la manière dont elles sont arrivées et comment elles ont fini par s'incruster sous cette forme dans le vocabulaire courant, et ben je trouve ça super beau en fait. Je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de l'archéologie, de l'exploration comme ça, où tu retraces un petit peu avec ouais, dans l'étymologie, tout ça, il y a vraiment quelque chose de l'archéologie, je trouve. Enfin, il y a quelque chose de la découverte, de la redécouverte, de se dire ah ok, ça fonctionne comme ça se passe comme ça. Enfin, c'est super bien foutu. Et c'est marrant de se rendre compte que c'est super bien foutu. J'ai plus l'exemple que j'avais hier avec mon cher Tran, mais par exemple l'expression ça va, bon là c'est pas très poétique, mais par exemple l'expression ça va qu'on dit tous à longueur de journée à tout le monde, bah à la base ça vient de ça va, vous êtes bien allé à la selle. Donc en gros, est-ce que vous allez bien aux toilettes quoi? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Donc voilà, à la base c'était pour s'enquérir de la santé de quelqu'un, et maintenant c'est devenu ça va, et tout le monde dit ça va constamment. Et je trouve ça fort en fait, ce genre de trucs qui ont été implantés, qui ont été, voilà, qui sont des trucs imbougeables, qui resteront toujours, même si c'est hyper vieilli en un sens, et qui ont un sens soit qu'on n'imaginerait pas, soit qui a évolué avec le temps et qui donne des expressions super jolies, je trouve aussi. Euh, je sais plus, je sais plus hier l'expression qu'on donnait avec Tran, mais elle était vraiment cool. Je suis un peu deg. Parce que ça expliquerait mieux mon propos, mais j'ai un peu du mal. Ah mince, Fulansu, pas cool pour la cam. Pas cool, pas cool. Et du coup, oui, ça va bien, Fulansu, merci. Et ouais, ça se développe un peu. Je sais pas à quoi tu dis ça, parce que j'avoue, je sais plus quand est-ce que tu passais la dernière fois. Je sais même pas, en fait, si t'avais déjà vu tout l'overlay, etc. Je sais pas.
Je sais pas à quoi tu dis ça, ça m'intéresse, tiens. Ah, je suis deg de plus trouver une expression que j'avais en tête, mais... Ah, faudrait que je retrouve. Faudrait que je retrouve. Faudrait que... Limite, ça va me revenir dans les jours à venir, c'est sûr. Et puis, s'il y a une expression comme ça où je me dis, putain, c'est hyper beau, et bah peut-être que je vous reviendrai pour vous l'expliquer. Parce que je trouve qu'il y a... Ouais, je trouve vraiment qu'il y a une poésie là-dedans. C'est comme... copain vient du partage du pain. Ouais, voilà, ce genre de choses, j'aime trop. Ce genre d'informations étymologiques, je kiffe. Je kiffe, mais même encore plus que ça, c'est des expressions toutes faites et vraiment vieillottes, mais qu'on utilise quand même. Et en fait, quand tu allonges la phrase, ça fait quelque chose de vachement joli. Ah, j'ai plus la phrase, du coup, c'est terrible parce que je peux pas vous énoncer ce que je voulais dire. C'est terrible. Euh, mais c'est comme si je disais ah oui, voilà, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Boum. Ok. Hier, Tran à un moment me dit soit dit en passant. Et je sais pas, l'expression soit dit en passant, je la trouve hyper poétique, hyper belle. Et il y a plein d'expressions comme ça. Mais il y a plein d'expressions comme ça. Et je la trouve hyper poétique, hyper belle parce que quand tu la décomposes, tu dis en gros, les gens certainement, quand ils ont commencé à dire cette expression, ils ont dû commencer par dire cela soit dit, enfin que cela soit dit en passant, un truc comme ça certainement. Et du coup, au fur et à mesure du temps, de l'utilisation et de l'usage, voilà, de l'utilisation et de l'usage, yeah. Enfin voilà, au fur et à mesure du temps, ça a dû comme ça se réduire jusqu'à soit dit en passant, et c'est devenu une expression courante que tout le monde utilise et tout. Enfin, je sais pas, je trouve il y a une certaine poésie là-dedans, et il y a plein de mini-tics de langage ou de mini-expressions de la sorte que quand on les développe en phrases complètes et qu'on se dit ah putain, la phrase originelle ça devait être celle-là, je trouve ça hyper poétique, je sais pas pourquoi. Je trouve ça, encore une fois, je trouve il y a le côté il y a le côté archéologue, exploration et découverte, redécouverte de quelque chose. Je trouve ça assez fou. Alors, non, bah par rapport à ce que tu postes sur Discord et Twitter de temps en temps. Ah, c'est-il tout étant. Ah, c'est-il tout étant. Qu'est-ce qu'il dit Fulansu? Fulansu se troll. Ah, c'est-il tout étant aussi, c'est poétique, je trouve. Ça veut rien dire, mais c'est poétique. Ouais, je suis pas sûr, mais on dirait le roi Lot dans Camelot, mais du coup avec du français, quoi, à la place du latin. Euh, Ah, ça vient d'une vidéo d'Antoine Daniel. Ah ok, j'avais pas la ref. Et du coup, Fulansu, ouais, je suis désolé pour toi, pour la cam, c'est chaud. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ouais, ouais. Je pense que les téléphones maintenant ont vraiment une meilleure qualité qu'une cam. On va dire premier prix en tout cas, ouais, mais... D'ailleurs, moi j'aimerais bien changer de caméra pour que vous ayez un meilleur visuel de ma tronche, et puis peut-être essayer de faire un truc avec des lumières un peu jolies et tout. Mais j'ai pas forcément les moyens. Peut-être avec le temps. Je vais pas rentrer dans le détail de ma vie privée, mais il se peut que peut-être dans les mois à venir, je vais pouvoir débloquer quelques fonds entre guillemets. Auquel cas, bah, je vais certainement essayer d'investir dans la chaîne et d'avoir un rendu plus propre, des lives de meilleure qualité, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que du coup, je voulais retourner sur les titres de ces fables du livre deuxième pour vous dire que du coup, c'est marrant parce que il continue, c'est un truc aussi qu'on n'avait pas eu, je trouve, dans le livre premier. C'est comme s'il poursuivait le discours qu'il avait dans ses dédicaces et dans ses préfaces au travers de certaines fables. Et ce que je trouve vachement intéressant parce que du coup, on a des fables qui sont presque plus politico-philosophiques. Bon, c'est quand même beaucoup plus proche de la philosophie que de la politique. Et aussi historique quasiment, puisque voilà, il prétend raconter l'histoire d'Ésope notamment. Et du coup, bah voilà, c'est le cas de la première fable du livre deuxième, Contre ceux qui ont le goût difficile, que je trouve vraiment cool.
que je trouve vraiment vraiment cool et qui a un petit peu une sorte d'avis au lecteur et aux censeurs du coup, donc aux gens qui vont dire que ces textes c'est de la frivolité, que ça ne mérite rien, etc. Voilà, que c'est pour les enfants. Bah, je trouve ça très joli la manière dont il a de répondre et, euh, et justement ce discours de dire bah au final, en fait pour faire très très gros sommerdo, hein, euh, arrêtez d'être rabat-joie. Il y a un peu ce truc là quoi. Et je sais pas, je trouve ça joli. C'est un peu une manière de de cueillir le jour, de carpe diem en un sens. Enfin ouais, je sais pas. Je trouve qu'il y a plein de petites phrases comme ça, pleines de poésie très solaire quoi, très feel good positif. Enfin ouais, je trouve ça vraiment cool. C'est ça, Fulensu, exactement ce genre d'expression. Euh, et du coup, ouais, il y en a d'autres comme ça. Il y avait le Testament expliqué par Ésope, qui pour le coup est la dernière fable qui clôture le livre deuxième, qui est un peu dans le même délire, du coup, à raconter l'histoire d'Ésope et à remontrer son admiration pour son ancêtre, pour sa filiation littéraire en quelque sorte. Donc je trouve ça vraiment cool en fait, le fait de mélanger les deux, le fait de mélanger autant des fables plus teintées de plus de magie, de plus de merveille, euh, que des textes entre guillemets plus de discours, de messages, euh, de racontage d'histoire, mais au sens historique entre guillemets, et de débat entre guillemets. Je trouve ça très intéressant la manière de mêler les deux. Et encore une fois, là, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu assez peu de fables présentant des hommes, pour le coup, dans ce livre deuxième. Mais malgré tout, j'ai beaucoup peu apprécié l'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Je la trouve assez intéressante. Et on a vu aussi la mention du coup de Jupiter et Junon pas mal de fois. Forcément, l'oiseau de Jupiter, bah, c'est l'aigle, hein, pour ceux qui connaissent la mythologie, avec Ptolémée et tout ça. Mais du coup, intéressant aussi de voir qu'il y a la participation de certains dieux qui sont vraiment utilisés comme des personnages à part entière. Je trouve ça très très intéressant cette... comment on appelle ça? C'est pas de la... Enfin si, c'est de la personnification en un sens. Enfin non, c'est pas tant le terme que ça. Je sais qu'il y a un terme, une figure de style pour dire lorsqu'une métaphore devient un personnage. Et je pense que c'est un peu ça que je veux dire. Enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire et je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment vraiment cool, vraiment différent du livre premier sur certains points et pourtant dans la même continuité et toujours aussi bien à mon goût en tout cas. Donc j'espère que la suite sera de la même qualité, qu'elle vous plaira tout autant. Et après avoir bavassé beaucoup trop longtemps, comme d'habitude vous me connaissez, je suis une pipelette. On va pouvoir passer au livre troisième, qui est composé vraisemblablement de 18 fables. Et du coup, que je vais vous lire sans plus attendre. Alors attendez. Ok. Bon là par exemple, la fable que je m'apprête à vous lire, il y a une petite dédicace où il y a seulement les initiales et où on nous explique les initiales en notes. Donc du coup je vais vous lire la note quand même. D'ailleurs ça c'est cool aussi, on a encore eu, alors que 2 fois je crois, mais on a encore eu aussi des commentaires de La Fontaine directement, ce que je trouve hyper intéressant aussi. La Fontaine qui lui-même, entre deux fables, dit ah bah au fait, ces deux fables-là, elles sont liées, elles vont parler du même sujet. Bon ça, il l'a fait, même dans la fable, c'est pas vraiment une note à part. Mais par exemple, il y avait une note à part où à un moment, il se défendait entre guillemets d'une fable en disant oui, je sais, le message de cette fable semble un peu alambiqué, etc. Mais je la reprends de Phèdre, et justement, c'est le fait qu'elle soit alambiquée qui est intéressant. Enfin, qu'elle semble contradictoire qui est intéressant. Du coup, je trouve ça vraiment cool, ce genre de commentaire de l'auteur lui-même, quoi. Je sais pas, ça étoffe encore le, bah, la manière de percevoir les fables, en fait. Et du coup, le FPU, la Fontaine Poetic Universe. Tu vas beaucoup trop loin, Foulenso. Genre, le FPU au cinéma. Poum poum. La Fontaine. Pff, pff. Le corbeau et le renard, ils reviennent. Euh, Mais franchement, je trouve que c'est limite dommage. Genre,
La Fontaine, c'est tellement connu, tellement iconique, que je trouve ça limite dommage que pour la plupart des gens, je pense, ça se limite à 2, 3, 4, 5 fables, grand maximum, si t'en connais un peu plus, quoi. Et je trouve ça grave dommage, du coup, ne serait-ce qu'avec les quarantaines de fables qu'on a déjà pu lire sur de live, je trouve ça grave dommage que personne s'intéresse ou connaisse beaucoup plus les autres, parce qu'en vrai, je trouve qu'elles ont toutes des grosses qualités, quoi. Il y a un filon, en vrai. Bah, en vrai, je m'étais fait la réflexion il y a de cela quelques jours, je crois, avant de commencer la lecture, justement. Je m'étais fait la réflexion et je m'étais dit, putain, mais c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus d'exploitation des fables de La Fontaine, je trouve. En bouquin d'enfant, c'est pas mal utilisé, etc. Mais, enfin, je pense. Mais je trouve qu'il y aurait moyen vraiment de, limite, d'en faire une série, quoi. Enfin, ouais. Je me dis, ça pourrait être un univers à part entière. Enfin, je sais pas. Ça pourrait être vraiment génial. Bref, c'est un univers d'imaginaire intéressant. Sur ce, on est parti pour la lecture du livre 3e. Ça sera le second et dernier livre qu'on lira ce soir, puisque au final ça prend plus de temps que ce que j'aurais cru, et que je me perds en tergiversation infinie pendant les pauses. Des fois j'ai envie de me foutre des baffes, et après des fois dans les commentaires vous me dites « Ah, j'aime bien que tu commentes les lectures pendant les pauses et en outro, hein. » Du coup je suis à chaque fois mitigé entre les gens qui veulent que je ferme ma gueule, et les gens qui sont en mode « Ah non mais c'est intéressant que tu fasses des lectures commentées plutôt que des lectures simples et tout. » Donc je sais jamais où me mettre. Enfin bref, de toute manière je fais comme ça vient. Hein. Et de toute manière je répète qu'il y a les timecodes disponibles dans la description de la vidéo sur YouTube. Si vous voulez à tout prix passer mon charabia. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute Fallen Solenkin, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro du live. Livre 3e. 1. Le meunier, son fils et l'âne. À MDM, à Monsieur de Maucroix. L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La Feinte est un pays plein de terres désertes. Tous les jours, nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé. Autrefois, à Racan-Malherbe l'a conté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de sa lyre, disciples d'Apollon, nos maîtres, pour mieux dire, se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi. Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avez déjà passé, et que rien ne doit fuir en cet âge avancé, à quoi me résoudrais-je? Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je, dans la province, établir mon séjour, prendre emploi dans l'armée ou bien charge à la cour? Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre à ses douceurs l'y mène à ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter, mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. Malherbe là-dessus. Contentez tout le monde. Écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre. Le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là. Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier à ces mots connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit, et d'aventure passe 3 bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put. « Oh là, oh, descendez! Que l'on ne vous le dise, jeune homme qui menait la quai à barbe grise, c'était à vous de suivre, au vieillard de monter. »« Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. » L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte, quand 3 filles passant, l'une dit. C'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne, et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veaux à mon âge. Passez votre chemin, la fille aimant croyez.
Après main colibée coup sur coup renvoyée, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. L'un dit: ces gens s'en foutent, le baudet n'en peut plus, il mourra sous leurs coups. Et quoi, charger ainsi cette pauvre bourrique? N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique? Sans doute qu'à la foire ils vont vendre sa peau. Parbleu, dit le meunier, est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un quidam les rencontre et dit: est-ce la mode que baudet aille à l'aise et meunier s'incommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête, et la chanson le dit. Beau trio de baudet. Le meunier répartit. Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien. J'en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien. Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince. Allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement. Les gens en parleront, n'en doutez nullement. II. Les membres et l'estomac. Je devais par la royauté avoir commencé mon ouvrage. À la voir d'un certain côté, messer Gaster en est l'image. S'il a quelque besoin, tout le corps s'en ressent. De travailler pour lui les membres se lassant, chacun d'eux résolu de vivre en gentilhomme, sans rien faire, alléguant l'exemple de Gaster. Il faudrait, disait-il, sans nous qu'il vécût d'air. Nous suons, nous peinons comme bêtes de somme. Et pour qui? Pour lui seul. Nous n'en profitons pas. Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas. Chaumont, c'est un métier qu'il veut nous faire apprendre. Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Tous dirent à Gaster qu'il en alla chercher. Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent. Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur, il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Chaque membre en souffrit, les forces se perdirent. Par ce moyen, les mutins virent que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux, à l'intérêt commun contribuait plus qu'eux. Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale. Elle reçoit et donne, et la chose est égale. Tout travaille pour elle, et réciproquement, tout tire d'elle l'aliment. Elle fait subsister l'artisan de ses peines, enrichit le marchand, gage le magistrat, maintient le laboureur, donne paix aux soldats, distribue en 100 lieues ses grâces souveraines, entretient seul tout l'État. Ménénius le sut bien dire. La commune s'allait séparer du Sénat. Les mécontents disaient qu'ils avaient tout l'empire, le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité, au lieu que tout le mal était de leur côté, les tributs, les impôts, les fatigues de guerre. Le peuple hors des murs était déjà posté. La plupart s'en allaient chercher une autre terre. Quand Ménénius leur fit voir qu'ils étaient aux membres semblables, et par cet apologue, un signe entre les fables, les ramena dans leur devoir. III. Le loup devenu berger. Un loup, qui commençait d'avoir petite part aux brebis de son voisinage, crut qu'il fallait céder de la peau du renard et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un hoqueton, fait sa houlette d'un bâton sans oublier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout la ruse, il aurait volontiers écrit sur son chapeau « C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau ». Sa personne étant ainsi faite et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillot le sycophante approche doucement. Guillot, le vrai Guillot, étendu sur l'herbette, dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette. La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire et, pour pouvoir mener vers son fort les brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il croyait nécessaire. Mais cela gâta son affaire. Il ne put du pasteur contrefaire la voix. Le ton dont il parla fit retentir les bois et découvrit tout le mystère. Chacun se réveille à ce son. Les brebis, le chien, le garçon. Le pauvre loup dans cet esclandre, empêché par son hoqueton, ne put ni fuir ni se défendre. Toujours par quelque endroit fourbe se laisse prendre. Quiconque est loup agit sans loup, c'est le plus certain de beaucoup. 4. Les grenouilles qui demandent un roi. Les grenouilles, se lassant de l'état démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.
Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la gente marécageuse, gente fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or c'était un soliveau, de qui la gravité fit peur à la première qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant, et il en vint une fourmilière. Et leur troupe à la fin se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre et se tient toujours coi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. « Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. » Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir. Et Grenouille de se plaindre, et Jupin de leur dire. « Eh quoi, votre désir à ces lois croit-il nous astreindre? Vous avez dû premièrement garder votre gouvernement, mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. » 5. Le renard et le bouc. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez, l'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc. « Que ferons-nous, compère? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi, mets-les contre le mur. Le long de ton échine je grimperai premièrement, puis sur tes cornes m'élevant à l'aide de cette machine de ce lieu-ci je sortirai, après quoi je t'en tirerai. »« Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. » Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui fait un beau sermon pour l'exhorter à patience. « Si le ciel tue, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi, j'ai certaine affaire qui ne me permet pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. 6. L'aigle, la halée et la chatte. L'aigle avait ses petits au haut d'un arbre creux, la halée au pied, la chatte entre les deux. Et sans s'incommoder, moyennant ce partage, mères et nourrissons faisaient leur tripotage. La chatte détruisit par sa fourbe l'accord. Elle grimpa chez l'aigle et lui dit « Notre mort au moins de nos enfants, car c'est tout un Homère, ne tardera possible guère. Voyez-vous à nos pieds fouir incessamment cette maudite haie et creuser une mine. C'est pour déraciner le chêne assurément, et de nos nourrissons attirer la ruine. L'arbre tombant, ils seront dévorés, qu'ils s'en tiennent pour assurés. S'il m'en restait un seul, j'adoucirais ma plainte. » Au partir de ce lieu, qu'elle remplit de crainte, la perfide descend tout droit à l'endroit où l'allée était en gésine. « Ma bonne amie et ma voisine, lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis. L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits. Obligez-moi de n'en rien dire, son courroux tomberait sur moi. Dans cette autre famille, ayant semé l'effroi, la chatte en son trou se retire. L'aigle n'ose sortir, ni pourvoir aux besoins de ses petits, l'allée encore moins. Sotte de ne pas voir que le plus grand des soins, ce doit être celui d'éviter la famine. À demeurer chez soi, l'une et l'autre s'obstinent, pour secourir les siens dans l'occasion. L'oiseau royal en cas de mine, l'allée en cas d'irruption. La faim détruisit tout. Il ne resta personne de la gente marcassine et de la gente aiglonne, qui n'alla de vie à trépas. Grand renfort pour messieurs les chats. Que ne sait point ourdir une langue traîtresse par sa pernicieuse adresse. Des malheurs qui sont sortis de la boîte de Pandore. Celui qu'a meilleur droit, tout l'univers à bord, c'est la fourbe, à mon avis. 7. L'ivrogne et sa femme. Chacun a son défaut, toujours il revient. Honte ni peur ni remédie. Sur ce propos d'un conte il me souvient, je ne dis rien que je n'appuie de quelques exemples, un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moitié de leur course qu'ils sont au bout de leurs écus. Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille, avait laissé ses sens au fond d'une bouteille, sa femme l'enferma dans un certain tombeau.
Là, les vapeurs du vin nouveau, cuvert à loisir. À son réveil, il treuve l'attirail de la mort alentour de son corps, un luminaire, un drap des morts. « Oh, dit-il, qu'est ceci? Ma femme est-elle veuve ?» Là-dessus, son épouse, en habit d'alecton, masquée et de sa voix contrefaisant le ton, vient au prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un chaud d'eau propre pour Lucifer. L'époux alors ne doute en aucune manière qu'il ne soit citoyen d'enfer. « Quelle personne es-tu » dit-il à ce fantôme. « La célérière du royaume de Satan, reprit-elle, et je porte à manger à ceux qu'enclôt la tombe noire. Le mari repart sans songer. Tu ne le portes point à boire. 8. La goutte et l'araignée. Quand l'enfer eut produit la goutte et l'araignée, « Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter d'être pour l'humaine lignée également à redouter. Or, avisons au lieu qu'il vous faut habiter. Voyez-vous ces cases étraites et ces palais si grands, si beaux, si bien dorés? Je me suis proposé d'en faire vos retraites. Tenez donc, voici deux bûchettes, accommodez-vous ou tirez. » « Il n'est rien, dit l'aragne, aux cases qui me plaisent. » L'autre, tout au rebours, voyant les palais pleins de ces gens nommés médecins, ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise. Elle prend l'autre lot, y plante le piquet, s'étend à son plaisir sur l'orteil d'un pauvre homme, disant « Je ne crois pas qu'en ce poste je chôme, ni que d'en déloger et faire mon paquet jamais Hippocrate me somme. » L'aragne cependant se campe en un lambris, comme si de ces lieux elle eût fait bail à vie, travail à demeurer. Voilà sa toile ourdie, voilà des moucherons de prix. Une servante vient balayer tout l'ouvrage. Autre toile tissue, autre coup de balai. Le pauvre bestion tous les jours déménage. Enfin, après un vain essai, il va trouver la goutte. Elle était en campagne, plus malheureuse 1000 fois que la plus malheureuse aragne. Son hôte l'a menée tantôt fendre du bois, tantôt fouiller, rouer. Goutte bien tracassée et, dit-on, à demi pensée. « Oh, je ne saurais plus, dit-elle, y résister. Changeons ma sœur l'aragne. » Et l'autre dégoûtée. Elle la prend au mot, se glisse en la cabane. Point de coup de balai qui l'oblige à changer. La goutte, d'autre part, va tout droit se loger chez un prélat qu'elle condamne à jamais du lit ne bouger. Cataplasme, Dieu sait. Les gens n'ont point de honte de faire aller le mal toujours de pis en pis. L'une et l'autre trouva de la sorte son compte, et fit très sagement de changer de logis. 9. Le loup et la cigogne. Les loups mangent gloutonnement. Un loup donc, étant de frérie, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier, de bonheur pour ce loup qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis pour un si bon tour elle demanda son salaire. « Votre salaire, dit le loup. Vous riez, ma bonne commère. Quoi, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou? Allez, vous êtes une ingrate, ne tombez jamais sous ma patte. 10. Le lion abattu par l'homme. On exposait une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. Les regardants en tiraient gloire. Un lion, en passant, rabattit leur caquet. « Je vois bien, dit-il, qu'en effet on vous donne ici la victoire, mais l'ouvrier vous a déçu. Il avait liberté de feindre. Avec plus de raison nous aurions le dessus, si mes confrères savaient peindre. » 11. Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre. « Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats, fit-il, pas mieux que de se plaindre. 12. Le cygne et le cuisinier. Dans une ménagerie de volatiles remplis vivaient le cygne et l'oison. Celui-là destiné pour les regards du maître, celui-ci pour son goût. L'un qui se piquait d'être commensal du jardin, l'autre de la maison. Des fossés du château faisant leur galerie, tantôt
on les eût vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'onde et tantôt se plonger, sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies. Un jour le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oison le cygne, et le tenant au cou, il allait l'égorger, puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris, et vit bien qu'il s'était mépris. « Quoi? Je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe? Non, non, ne plaise aux dieux que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. » Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit de rien. 13. Les loups et les brebis. Après 1000 ans et plus de guerres déclarées, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties, car si les loups mangeaient mainte bête égarée, les bergers de leur peau se faisaient maint habit. Jamais de liberté ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc. On donne des otages, les loups leurs louveteaux et les brebis leurs chiens. L'échange, en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires, au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que dans la bergerie messieurs les bergers n'étaient pas, étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens qui, sur leur foi, reposaient sûrement, furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux, un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens, mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? 14. Le lion devenu vieux. Le lion, terreur des forêts, chargé dents et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Le cheval, s'approchant, lui donne un coup de pied, le loup un coup de dent, le bœuf un coup de corne. Le malheureux lion, languissant, triste et morne, peut à peine rugir par l'âge estropié. Il attend son destin sans faire aucune plainte, quand voyant l'âne même à son antre accourir. « Ah, c'est trop, lui dit-il, je voulais bien mourir, mais c'est mourir 2 fois que souffrir tes atteintes. » 15. Philomèle et Progné. Autrefois, Progné l'hirondelle de sa demeure s'écarta, et loin des villes s'emporta dans un bois où chantait la pauvre Philomèle. « Ma sœur, lui dit Progné, comment vous portez-vous? Voici tantôt 1000 ans que l'on ne vous a vu. Je ne me souviens point que vous soyez venu depuis le temps de Thrace habité parmi nous. Dites-moi, que pensez-vous faire? Ne quitterez-vous point ce séjour solitaire? » « Ah, reprit Philomèle, en est-il de plus doux? » Progné lui répartit. « Et quoi, cette musique pour ne chanter qu'aux animaux, tout au plus à quelques rustiques? Le désert est-il fait pour des talents si beaux? Venez faire aux cités éclater leurs merveilles. Aussi bien en voyant les bois, sans cesse il vous souvient que Thérée autrefois parmi des demeures pareilles exerça sa fureur sur vos divins appâts. » « Et c'est le souvenir d'un si cruel outrage qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis pas. En voyant les hommes, hélas, il m'en souvient bien davantage. 16. La femme noyée. Je ne suis pas de ceux qui disent « ce n'est rien, c'est une femme qui se noie ». Je dis que c'est beaucoup, et ce sexe vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit en cette fable d'une femme qui, dans les flots, avait fini ses jours par un sort déplorable. Son époux en cherchait le corps, pour lui rendre en cette aventure les honneurs de la sépulture. Il arriva que, sur les bords du fleuve auteur de sa disgrâce, des gens se promenaient ignorant l'accident. Ce mari donc, leur demandant s'ils n'avaient de sa femme aperçu nulle trace. « Nulle, reprit l'un d'eux, mais cherchez-la plus bas, suivez le fil de la rivière. » Un autre répartit. « Non, ne le suivez pas, rebroussez plutôt en arrière, quelle que soit la pente et l'inclination dont l'eau par sa course l'emporte, l'esprit de contradiction l'aura fait flotter d'autre sorte. » Cet homme se raillait assez hors de saison. Quant à l'humeur contredisante, je ne sais s'il avait raison. Mais que cette humeur soit ou non, le défaut du sexe est sa pente, quiconque avec elle naîtra sans faute avec elle mourra, et jusqu'au bout contredira, et s'il peut, encore au-delà. 17. La belette entrée dans un grenier.
Damoiselle Belette, au corps long et floué, entra dans un grenier par un trou fort étrait. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galante fit chère lit, mangea, rongea, Dieu sait la vie, et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion, grasse, m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant donné son sou, elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours. C'est, dit-elle, l'endroit. Me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat qui la voyait en peine lui dit. Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres. Mais ne confondons point, par trop approfondir, leurs affaires avec les vôtres. 18. Le chat et un vieux rat. J'ai lu chez un conteur de fables qu'un second Rodilard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certains auteurs, que ce chat exterminateur, vrai cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort au rat, les souricières n'étaient que jeux au prix de lui. Comme il voit que, dans leur tanière, les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort, et du haut d'un plancher se pend la tête en bas. La bête scélérate, à de certains cordons, se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, qu'il a fait un larcin de veau ou de fromage, égratigné quelqu'un, causé quelque dommage, enfin, qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je, unanimement, se promettent de rire à son enterrement, mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur nid à rats, puis ressortant font 4 pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite, et sur ses pieds tombants attrape les plus paresseuses. Nous en savons plus d'un, dit-il en les gobant. Ces tours de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas, je vous en avertis. Vous viendrez toute zoologie. Il prophétisait vrai. Notre maître Mythis, pour la seconde fois les trompe et les affine, blanchit sa robe et s'enfarine, et de la sorte déguisé, se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé. La gente trotte menue, s'en vient chercher sa perte. Un rat sans plus s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier, il savait plus d'un tour. Même, il avait perdu sa queue à la bataille. « Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille !» s'écria-t-il de loin au général des chats. « Je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherais pas. » C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté, et savait que la méfiance est mère de la sûreté. Et c'est la fin du livre 3e, les amis. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro de ce live. Et du coup, je m'en vais lire ce que tu m'avais dit tout à l'heure, Folensu. Fais comme tu le sens, il n'y aura jamais moyen de contenter tout le monde dans tous les cas. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Ouais, c'est pour ça. Hein. Bah comme le dit l'une des fables que je viens de lire, de toute manière, peu importe ce que tu fais, peu importe quels sont tes choix, peu importe la manière que tu décides de faire une chose, la manière d'agir, la manière de penser, etc. De toute façon, ça fera parler et il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, donc voilà. Fais malgré tout. En tout cas, faut pas que ce soit une limite. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié ce livre 3 qui, pour le coup, je trouve se différencie un peu plus encore. Parce que là, je trouve qu'il y a... Enfin, je trouve que les moralités sont peut-être un peu plus... comment dire? Un peu plus... cinglantes. C'est pas vraiment le terme que je veux dire. Je sais pas, je trouve qu'elles sont plus franches. Elles sont plus... tranchées. Et du coup, il y en a davantage avec lesquelles je suis en accord et d'autres en désaccord. Après... on peut peut-être pas vraiment parler de la moralité des fables de La Fontaine, dans le sens où je pense que, comme le message porté par n'importe quel auteur dans n'importe quelle œuvre,
bah c'est à chacun de lire et de se faire son avis et de picorer ce qui lui plaît dans ses messages et ainsi de suite et de se nourrir. C'est aussi, voilà, la lecture de toute manière, c'est en ça aussi que c'est génial, c'est l'occasion de se plonger dans une autre mentalité que la sienne, mais en aucun cas on est obligé de valider cette mentalité, etc. On peut juste faire un voyage spirituel presque dans un autre point de vue, avoir un autre kaléidoscope d'avis et d'opinions sur une chose, vivre des expériences qu'on n'a pas forcément vécues par procuration et ainsi de suite. Et du coup, voilà, faire le tri pour soi, choisir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, comment on sort grandi de cette lecture en un sens. Donc du coup, voilà, le propos va pas être tant de dire est-ce que vous appréciez les morales proposées par La Fontaine, etc. Il y en a certaines qui, en effet, on en parlait avec une vieweuse sur la rediff du live précédent. Il y a des morales qui, en effet, semblent peut-être un peu limites. Après, il faut se dire aussi que voilà, c'est quelque chose d'assez vieux. Et du coup, déjà que je pense la morale change d'une personne à une autre, je pense aussi qu'il y a une morale générationnelle ou sociétale, en un sens. Donc je pense que voilà, là, on parle d'une société bien vieille, bien différente de la nôtre. Donc, mais justement, c'est marrant et c'est intéressant aussi de se plonger un peu dans une autre mentalité, comme je disais. Et du coup, voilà, il va pas être forcément question de dire est-ce que vous trouvez que ce qu'il dit c'est vrai, c'est bien ou pas là, sur la moralité, etc. Même si, voilà, il y aurait débat là-dessus aussi, et comme je le disais lors du live précédent, c'est un débat qu'il y a eu pendant très longtemps, à savoir est-ce que les Fables de La Fontaine c'est de la totale frivolité, est-ce que c'est dangereux à faire lire aux enfants, etc. parce que ça raconte n'importe quoi, entre guillemets, etc. Est-ce que justement c'est pas pernicieux le fait que on emploie des figures animales, etc. et que du coup ça soit beaucoup plus facile à retenir? Est-ce que ça s'apparente pas quelque part à de la manipulation et de l'ancrage de mauvaises idées dans les cerveaux jeunes? Voilà, il y a eu tout un tas de trucs, enfin bref. Moi je pense que chacun prend ce qu'il veut, etc. Mais j'aurais tendance à dire que dans le livre troisième, c'est un peu plus tranché, il y a un peu plus des trucs balèzes en termes de morale, qui sont peut-être aussi écrites un peu plus franchement, dans le sens où là on a eu un peu moins, enfin on en a eu quand même, mais un peu moins de fables avec des animaux et à nouveau pas mal d'hommes. Et j'ai l'impression que ça s'en cachait moins. C'est-à-dire qu'il y avait plus, ce délire de parler, cette manière, ce ton de parler directement et peut-être un peu moins de manière cachée que sur les livres précédents, d'un point philosophique précis. L'esprit de contradiction des femmes, on l'entend encore, le corps qui remonte le courant nous dit l'écoute aux portes. En effet, en effet, en effet, en effet. Mais au final, encore une fois, c'est ce que je dis, je pense qu'il faut replacer les textes dans leur contexte et tout, et se dire, bah voilà, ça c'est quelque chose qui était, qui existait à une époque où on pensait tout à fait d'une autre manière la société, quoi. Enfin, voilà, je pense que c'est important d'avoir ça en tête aussi. Et du coup, ouais, là, il y avait pas mal de... Alors, selon les fables, les morales peuvent de toute façon se contredire, il me semble, d'un livre à l'autre. Oui, voilà, il y a ça aussi. C'est vrai que il y a des suites, c'est-à-dire que par exemple, je me rappelle plus laquelle, mais il y en a une qu'on a lue qui était l'exact similaire. C'est Le Renard et le Bouc, je crois. Le Renard et le Bouc, avec l'histoire de l'animal qui tombe dans un trou et que l'un des deux se sert de l'autre pour sortir, et ensuite l'autre le laisse. Bah, il y avait déjà eu ça dans le livre 1, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a des suites, il y a des réponses. D'ailleurs, il y a une phrase, comme on le disait la dernière fois, il y a des phrases qui se répondent. Donc vraiment des phrases, des parties de phrases exactement similaires qui se répondent sur des fables ultérieures. Donc voilà, il y a vraiment des suites, il y a vraiment des groupuscules, des fables qui vont ensemble, qui fonctionnent ensemble, qui ont le même but de preuve, entre guillemets, d'une théorie.
Et ensuite, en effet, on peut se dire aussi qu'il y a des contradictions, parce que de toute manière, la moralité, c'est très très subjectif dans tous les cas. Et il y a tellement de... comment dire, il y a tellement de biais culturels, de biais environnementaux, presque j'ai envie de dire, de biais sociétaux, de biais d'éducation, etc. En fait, c'est très très dur de dire ah bah oui, ça c'est moral, ça c'est pas moral. C'est pour ça aussi que voilà que la justice c'est hyper compliqué, parce que bah c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins synthétique que ce qu'on peut voir dans les fables de La Fontaine, forcément. Même si il y en a pas mal que je trouve bien trouvés, et que je trouve et qui je trouve expliquent très bien leurs propos. Il y en avait une que j'ai particulièrement, qui m'a particulièrement plu alors qu'elle était très courte. Je suis en train d'essayer de la retrouver. Ah bah le lion abattu par l'homme, avec le lion qui dit ah bah si on peignait on aurait fait certainement une peinture meilleure et disant mieux la vérité en un sens. Ça je trouve ça très malin, très fin, enfin j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais il y a plein de petites... il y a plein de petites morales comme ça que j'ai trouvé vraiment très sympathiques euh, dans ce livre troisième. Et du coup, oui, il y a eu des choses aussi assez originales, parce que à nouveau, il y a eu pas mal d'apparitions d'hommes, de femmes. On n'est pas resté uniquement sur les animaux, et même plus loin que ça, ce qui est très étonnant, mais que je trouve très cool aussi, c'est il y a la personnification, par exemple, de la goutte, donc la goutte, la maladie. D'ailleurs, dans cette même fable, La goutte et l'araignée, il y a l'enfer qui s'exprime comme si c'était un personnage à part entière. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, vachement différent. Et ouais, je trouve qu'il faut oser faire ça. Enfin, c'est particulier, mais en même temps, c'est assez cool. Il y a un côté démiurge créateur, du coup, qui fait un peu parler tout le monde, etc., etc. Alors, je sais pas, c'est peut-être ça qui déplaît à certaines personnes, je sais pas. Peut-être que certaines personnes se disent que, en un sens, il est imbu de lui-même, et vu qu'il fait parler tout et tout le monde, bah il donne, enfin il plaque sa vérité sur tout, je sais pas. Il y a peut-être un truc comme ça quelque part, mais qui fait que certaines personnes n'apprécient pas La Fontaine. Moi j'avoue, je perçois pas forcément ça, surtout que j'ai, dans sa manière de s'exprimer, dans les textes où il parle de son œuvre, je trouve qu'il est plutôt humble, justement. Mais ouais, il y a peut-être un truc de ce domaine-là aussi. Je sais pas trop. Et sinon, la première, je l'avais beaucoup aimée. Le meunier, son fils et l'âne. Voilà, faut que je reprenne ça parce que je l'avais beaucoup apprécié pour le coup. Euh, Ah bah justement, bah oui, bah c'est celle-là. La fable qui dit peu importe ce que vous faites, peu importe la manière dont vous vous y prenez, il y aura toujours des gens pour vous parler et parler de vous. Et vous parler d'une manière condescendante, méprisante, moqueuse. Et celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Celle-là, je l'ai beaucoup aimée avec des animaux, enfin, avec des humains, justement. Après, les membres et l'estomac, pareil. Très très étonnant aussi de se dire, il fait parler les éléments du corps comme des personnages. Enfin voilà, les membres et l'estomac. Enfin ouais. C'est vraiment étonnant parfois sur les choix de personnages en un sens. Et en même temps, bah, c'est cool parce que ça délie et ça ouvre l'imaginaire, ça ouvre des portes qu'on n'aurait pas forcément explorées. Je trouve ça vraiment cool. Ça m'embête, j'avais l'impression qu'il y avait une morale qui m'avait bien plu et je la retrouve pas forcément. Euh... hum, 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 hum. Bah, en vrai, ça devait être le lion du coup. Ah ouais, il y avait le signe le cuisinier aussi que j'ai trouvé pas mal, qui nous dit que grosso modo, bah, si vous êtes dans un danger, vaut mieux bien parler et vous faire comprendre, quoi, vous expliquer. Je trouve ça pas mal. Et il y a aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une certaine cruauté dans pas mal de fables. C'est-à-dire que, notamment le personnage du lion et du loup, et du renard, très souvent, ont ce côté, ouais, j'ai pas d'autre mot que cruel, où ils vont jouer des sales coups
à d'autres personnages, etc., à d'autres animaux. Et dans l'écriture justement de La Fontaine, ce que j'ai bien aimé, c'est que, je sais plus où exactement, mais il y a plusieurs moments où ces phrases, mais notamment un moment particulier lors de la lecture du livre 3e, mais je me rappelle plus, du coup je l'ai jamais retrouvé, c'est un peu le problème. Mais je trouve que La Fontaine, par certaines tournures de phrases et certains petits commentaires qui glissent comme ça dans sa fiction, nous présente le truc en nous disant, bah ouais, la vie c'est pas que juste, et ça j'aime bien. Ça j'aime bien, le fait que lui-même ait conscience du truc et dise ah bah ouais, il y a aussi des connards, hein. Ouais, y a aussi des injustices et il faut vivre avec malheureusement. Et il faut le savoir et le dépasser en un sens, mais ouais, je trouve ça vraiment cool ce genre de commentaires là. Enfin bref, j'aurais bien aimé trouver le nom de la figure de style qui fait que quelque chose parle. Je me rappelle plus. Figure de style, je vais voir si je trouve. Figure de style qui donne la parole à une métaphore, je sais pas si je trouverais ça. Prosopopée. Le locuteur donne la parole au personnage fictif qui peut même interagir avec les méta, alors que la personnification ne fait qu'attribuer des sentiments ou des comportements à des êtres inanimés. Bon, apparemment, ce serait la prosopopée. Faire parler un mort, un animal, une chose personnifiée, une abstraction. Elle est proche de la personnification du portrait et de l'étopée. Voilà, donc c'est ça, c'est la prosopopée. Je me dis aussi, ça me dit quelque chose de mes vieilles études littéraires. Ok, je le retiendrai. Toujours faire ça, les amis. C'est toujours très cool d'aller chercher sur internet les mots que vous connaissez pas, soit de chercher le mot par rapport à la définition, soit de chercher un nouveau mot dans un dictionnaire pour en apprendre le sens. Je trouve ça hyper intéressant. Pareil, il y a ce côté explorateur, archéologue dont je parlais tout à l'heure que j'aime beaucoup. Voilà, comme ça on aura appris le mot prosopopée, redécouvert pour ma part. Je vais certainement le réoublier, mais on va s'efforcer de s'en souvenir. Voili voilou. Et sur ce, chers amis, je crois qu'on va se quitter parce que j'ai pas envie de faire durer le live plus que de raison. On se retrouvera la prochaine fois pour une lecture, ça sera mardi. Mardi, on lira le livre 4e et certainement le livre 5e. Je check la vite fait, comme ça je peux vous assurer le truc. Ouais, je pense que ça sera ça. Hein. Je pense que ça sera ça. Je pense que ça sera livre 4e, livre 5e. Ça m'a l'air d'être à peu près de durée similaire à ce qu'on a fait ce soir. Donc ça sera très bien. Sinon, pour le dernier live de la semaine, ça sera dimanche à 15h avec une découverte de l'univers de League of Legends. Et on se retrouve encore une fois lundi pour un programme de la semaine complète à venir, qui devrait être une semaine classico, avec en plus le samedi en bonus, un live d'improvisation, d'histoire, j'ai envie de dire. Un live, ça me rappelle une histoire. Voili voilou, merci à tous d'être passés, merci Fulansu, merci l'écoute aux portes, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.